Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Ce soir, nous revenons sur un événement d'envergure nationale. Il s'agit du lancement officiel de la deuxième phase du projet stratégique d'approvisionnement en eau potable d'Aftout Chergui, supervisé par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, depuis le barrage de Foum-le-Gleïta dans la wilaya du Gorgol. Ce projet, symbole fort de justice sociale et d'équité territoriale, représente une réponse concrète à l'une des attentes les plus vitales des populations rurales. Il s'agit de l'accès permanent à une eau potable de qualité. Grâce à cette deuxième phase, plus de 400 villages répartis entre les wilayas du Gorgol, du Brakna, de l'Assaba sont désormais desservis, améliorant directement les conditions de vie de plus de 175 000 citoyens. Ce projet d'envergure vient non seulement tripler la capacité de production d'eau, mais il redéfinit aussi les standards de couverture hydraulique dans notre pays avec une projection jusqu'en 2045. Ce soir, nous allons analyser les enjeux stratégiques, les avancées techniques, mais aussi les retombées humaines et sociales de ce projet exceptionnel avec nos invités, M. Modouba, chargé de mission au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons également M. Mohamed Mohamed Sidi Abdallah Oulouda, directeur de l'hydrologie et des barrages, chef de projet Aftout Chergui. Bonsoir. Bonsoir. Restez avec nous pour comprendre comment l'eau devient aujourd'hui plus que jamais un levier de développement. Mais avant de continuer dans ce débat, je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Baïla là-bas. La deuxième phase du projet Aftout Chergui couvrira les zones ciblées en traitant une partie de l'eau du barrage de Foum-Gleïta et en la transportant vers les localités ciblées via un réseau de distribution intégré qui répond aux normes techniques pour assurer la durabilité et la qualité du service. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a été édifié sur le projet qui comprend deux composantes principales. Le premier volet concerne la production d'une capacité de 100 000 m3 par jour, qui comprend des pompes, des réservoirs et des équipements techniques de pointe, permettant ainsi d'augmenter la capacité de production de 200% par rapport au niveau précédent. Le second volet concerne la distribution et vise à acheminer l'eau vers les zones ciblées avec un plan futur s'étendant jusqu'en 2045. Et dans son discours prononcé à cette occasion, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Minter Mouloud, a déclaré que cette réalisation permettra l'amélioration continue et la sécurisation de la production d'eau dans plus de 200 autres villages répartis dans 3 wilayas, Gorgol, Assaba et Brakna, complétant ainsi le tableau de la réalisation qui a redonné vie à des villages qui souffraient de pénurie d'eau. Elle a souligné que le barrage de Foum-Gleïta est devenu une source majeure d'eau potable, alimentant plus de 400 villages, dont certains se trouvent à plus de 120 km de l'ouvrage. Elle a rappelé que cette eau potable profitera à plus de 175 000 habitants qui attendent depuis longtemps que leur demande soit concrète. À leur tour, la vice-présidente de la région du Gorgol et le maire de la commune de Foum-Gleïta ont exprimé au nom des habitants leur gratitude à l'endroit du président de la République qui est venu superviser le lancement de l'un des volets les plus importants du développement sur lequel les habitants fondent de grands espoirs. La deuxième phase du projet Aftout Chergui est financée conjointement par le gouvernement mauritanien et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES pour un coût d'environ 24 millions d'euros. Le coordinateur de cette deuxième phase du projet, Mohamed Sidi, explique que la future réalisation permettra d'améliorer la couverture en eau potable d'ici 2040 et étendre ses bénéfices à plus de 400 villages répartis dans 3 wilayas, Gorgol, Assaba et Brakna. Le projet s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à améliorer l'accès à l'eau en milieu rural. Des centaines de milliers de familles de la région d'Aftout dans la wilaya du Gorgol aspiraient à de meilleures conditions de vie avec la mise en œuvre d'importants projets de développement,
notamment dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable. Il remercie le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour la mise en œuvre de cet important projet. Un projet crucial qui permettra d'impulser le développement local. En somme, le projet Aftoute Chargui est stratégique. Il traduit l'engagement ferme du président de la République à renforcer la justice territoriale et garantir le droit des citoyens à l'accès aux services de base. Merci Bokar Baylaba. Je commence par M. Mohamed. Pouvez-vous nous décrire brièvement les deux composantes principales de cette deuxième phase du projet? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alayhi wa sallam. Merci de l'invitation. C'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui les informations relatives à ce projet structurant, ainsi qu'avec vos téléspectateurs, les téléspectateurs de la TVM. Ce projet, comme vous l'avez signalé dans votre présentation de tout à l'heure, c'est un projet qui est composé de deux volets principaux. Le premier volet, il s'agit de la production de l'eau potable au niveau de la station de traitement qui est située au niveau du barrage. C'est une station d'une capacité globale de 10 000 m3 jour, qui s'ajoute bien sûr à la station initiale qui avait un débit journalier de 5 000 m3 jour. S'ajoute à cela aussi la partie distribution et partie pompage. Dans le cadre de ce projet, de nouvelles pompes de pompage ont été mises en place pour renforcer ces AEP et pour pouvoir véhiculer cette nouvelle production aux différentes destinations du projet qui s'étale, comme vous l'avez dit, sur une très grande partie de trois grandes wilayas, c'est le Gorgol, la Saba et le Guidimara, et le Brakna, pardon. Donc, pour couvrir bien sûr les besoins en eau potable pour 400 localités, soit 170 000, à peu près 175 000 habitants dans la région. Donc, cette composante principale, bien sûr, elle alimente un réseau de distribution qui, lui aussi, à son tour, a été renforcé par un réservoir principal de 2500 m3 qui s'ajoute au premier réservoir qui est de 2500 aussi, soit un total de stockage de 5000 m3 de stockage. En plus de cela, plusieurs réservoirs de différentes capacités variables, de 20 m3 à 100 m3, à des hauteurs bien sûr différentes en fonction de la topographie exigée par le terrain, et des stations, 3 stations de traitement, et également aussi un réseau de distribution qui est assez large, qui s'étale, qui a été réalisé par 250 mètres linéaires de conduite de différents diamètres. Merci pour ces éclaircissements. Monsieur Ba, ce projet est présenté comme un jalon majeur dans la politique hydraulique nationale. En quoi la deuxième phase d'Aftoute Chargui transforme-t-elle la carte de l'accès à l'eau potable en Mauritanie? Merci beaucoup pour cette invitation qui nous a été offerte. C'est une vitrine pour partager avec vous aussi ici présents et les spectateurs les informations utiles qu'est un projet phare qu'est l'Aftoute Chargui. C'est un projet phare pour notre ministère et aussi pour toute la République, vu l'importance. Et ce projet a eu jour grâce à la clairvoyance et sous l'impulsion du président de la République. D'ailleurs aussi, je me porte comme porte-parole des bénéficiaires pour la tenante, pour dire un grand merci au président de la République. Et concernant je ne peux pas répondre à la question sans passer, faire une petite perspective sur la première phase, pour avoir plus de visibilité sur la deuxième phase. Donc la première phase, comme vous l'avez dit dans le reportage, la production journalière était de 5 000 m3 jour. Mais cette fois-ci, on est passé de 5 000 à 10 à 15 000. Pratiquement, le volume est doublé. Donc vous avez vu l'importance. Et deuxièmement, ce projet couvre trois grandes régions, Brakna, Gourgoul
et à Saba. Et aussi, l'eau est conduite à 120 km du barrage. Ça veut dire que nous avons eu beaucoup d'efforts qui sont fournis pour arriver à là. Donc, ce projet, encore, vit aussi la conduite des tuyaux qui étaient à 246 km. Donc, ça veut dire et aussi vit aussi l'importance sur les 3 régions qui comptent plus de 400 localités et plus de 175 citoyens qui profitent de ce barrage. Donc, vraiment, nous pouvons dire que cette deuxième phase, vraiment, elle est plus qu'importante. Je reste avec vous. Le président de la République a insisté sur le caractère équitable et structurant du projet. Peut-on parler ici d'un changement de paradigme dans la gouvernance de l'eau en Mauritanie? Oui, au fond, cette phase, c'est-à-dire la deuxième phase, sinon le projet lui-même, c'est-à-dire ça vient pour corriger l'inégalité territoriale. Donc, la plupart des zones dans le méridional sont citées, c'est-à-dire dans les zones où l'eau fait rare. Donc l'accès à l'eau est difficile. Et en même temps, ou bien dans des zones où les nappes phréatiques sont discontinues. Donc pour corriger ces difficultés, il a fallu faire recours à ce genre de projets qui puissent profiter les populations à partir de ces nappes. Donc ce barrage, ce barrage phare, donc profite à l'ensemble de ces 3 régions pour avoir l'eau potable d'une façon continue. Merci. Monsieur Mohamed, quel est l'impact des prélèvements d'eau effectués à partir du barrage de Fumgleita pour les 2 projets d'alimentation en eau sur les autres usagers du barrage? Comme vous le savez, ce barrage existe depuis les années 1982, donc d'une capacité de 500 millions de mètres cubes, d'ailleurs qui peut être rehaussé à 1 milliard de mètres cubes, qui est initialement destiné pour l'irrigation. Nous, notre estimation sur l'impact du barrage ou sur le besoin de population qui sera soustrait de cette structure, il est de l'ordre de 1,6% du potentiel du canal d'irrigation, là où on a piqué notre. Donc, comme vous le voyez, 1,6% d'un potentiel dont le débit est estimé ou initialement dimensionné pour un débit de 10, quelque chose, de 10,7 mètres cubes seconde. Donc ça soit 1,5% qui reflète que les besoins en eau potable sont vraiment très limités par rapport aux besoins agricoles, ce qui est tout à fait connu, que le besoin humain n'a rien à voir avec le besoin agricole. Quelles garanties ont été mises en place pour assurer la continuité de l'approvisionnement et la durabilité du service? Dans ce cadre, nous avons, pour rendre ce projet durable et intéressant en termes de continuité des services publics, nous avons ajouté à cette phase un système au niveau du traitement d'eau. On a utilisé un système, un piège à sable en quelque sorte, c'est pour augmenter un peu le rendement des systèmes d'adduction, du système de traitement d'eau, qui bénéficie de ce premier, si vous voulez, pré-filtre, qui permettra bien sûr d'augmenter la durée de vie des ouvrages, surtout pour ce qui est la partie mécanique, tout ce qui est pompe, tout ce qui est malaxeur, tout ce qui est pompe doseuse, tout cela. Donc, et avoir aussi une capacité de production intéressante et de qualité, surtout. Donc, en plus, s'ajoute à cela aussi la formation du personnel clé devant gérer cette station qui demande vraiment des techniciens de pointe pour pouvoir assumer cette responsabilité. En plus de cela, en termes de sources énergétiques, nous avons mis en place 3 groupes électrogènes de 250 kVA chacun, donc synchronisables. Donc, ça permettra
Et également, on a raccordé cette nouvelle station à la ligne LMT existante pour pouvoir donc garantir deux sources énergétiques pour assurer cette continuité de services publics demandés. Bon, en plus de cela, nous avons fourni des pièces de première nécessité, pour la gestion, pour l'assurance bien sûr de la continuité des services publics, et un plus dans le laboratoire garantit ça aussi, la qualité de l'eau en permanence livrée pour les populations. Qu'en est-il pour les stations de pompage et les réservoirs? Les stations de pompage, comme vous avez signalé d'ailleurs dans votre reportage, ils ont augmenté. On a une station composée de deux bourbeurs, et avec bien sûr elle est modulable. Nous avons une station en deux modules. Chaque module nous permettra de livrer 5000 m3 jour, ce qui garantira pour toute la population de la zone un service jusqu'au horizon 2045, Inch'Allah. Donc, quand vous voyez la multiplication de la production par deux, c'est déjà un potentiel en termes de stockage d'eau, de disponibilité d'eau, qui est très important. Merci. Monsieur Ba, la ministre a évoqué une étude en cours pour une troisième phase. Peut-on d'ores déjà anticiper son intégration dans un plan hydraulique plus global à l'échelle du pays? Oui, en effet, il faut voir la troisième phase, ce n'est pas une phase isolée par rapport au projet de l'FTC. C'est juste une continuité. Par exemple, si par exemple, on passe de la première étape, la première phase à la deuxième phase, la première phase, il y a des localités qui étaient branchées mais qui n'étaient pas branchées, mais qui n'avaient pas, il n'y avait pas l'eau. Il y avait 34 localités qui étaient branchées, mais il n'y avait pas l'eau. Mais avec la deuxième phase, il y aura l'eau. Et deuxièmement encore, il y a 87 localités, c'est-à-dire qu'il y avait l'eau d'une phase alternative. Mais cette fois-ci, l'eau est permanente. Donc aussi la troisième phase, on peut bien l'intégrer du moment que c'est la suite. Donc tout ce qu'on n'a pas eu faire dans la deuxième phase, on va essayer de le refaire dans la troisième et faire autre chose aussi. Encore, on prévoit aussi, même dans cette troisième phase, aussi le branchement aussi de 150 localités. Donc on peut bien l'intégrer dans le programme. Parlant du barrage de Fumugleita, aujourd'hui, comment est-il devenu aujourd'hui une pièce maîtresse du système hydraulique national? Bon, nous avons le plus grand barrage que nous avons ici en Mauritanie, qui est le barrage de Fumugleita. C'est-à-dire son stockage est de 500 millions de mètres cubes. Ce n'est pas petit quand même. Et en même temps aussi, il faut voir les régions qui profitent. Nous avons 3 régions qui profitent. Il y a Gorgol, Assaba et Brakna. Et sans compter les populations, nous avons près de 500 poussières qui vont profiter avec la troisième phase. Donc cet ouvrage, ce barrage ne peut pas être négligé. C'est une pièce, c'est un projet phare pour le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Mohamed, quelles sont les préoccupations prises pour préserver cette ressource? C'est une très bonne question. Nous, dans le cadre de cette approche d'utilisation, d'ailleurs, si vous voulez, c'est une nouvelle approche, c'est l'orientation vers les eaux de surface. Comme vous le savez, les eaux de surface, c'est des eaux qui sont renouvelables et dont une grande partie finit à l'océan Atlantique. Donc, d'où l'importance de préserver les ressources hydriques potentiellement importantes, tout ce qui est souterrain, et utiliser en premier lieu cette source qui est renouvelable et qui est superficielle. Cela veut dire qu'on demande moins d'énergie pour la soustraire, donc ce n'est pas des forages, ce n'est pas des pompes, si vous voulez, c'est un écoulement gravitaire qui ne demande pas d'énergie. Et en termes de traitement aussi, c'est moins compliqué le traitement de l'océan et aussi le fleuve. Dans ce cadre, nous avons justement pour garder et pour un peu éviter tout risque potentiel sur cet ouvrage, nous avons lancé tout récemment un appel d'offres pour recruter des bureaux internationaux pour nous faire la prestation
pour d'abord faire les auscultations de ce barrage et nous préparer un DAO pour le lancement d'un appel d'offres qui va servir de la mise à niveau de ce ouvrage qui est extrêmement important. Donc, dans ce cadre, nous allons procéder à la réhabilitation de ce barrage Inch'Allah, je pense dans une année ou plus tard, nous allons entamer ce processus et qui sera suivi aussi par la mise en place d'une entité chargée de la gestion des barrages. Comme vous le savez, c'est comme tout ouvrage important, ça demande une entité dédiée à cela pour sa gestion et sa sécurisation et son suivi surtout. Donc je pense que c'est des choses qui sont extrêmement utiles pour ce genre d'ouvrage. Quelles innovations ou technologies spécifiques ont été utilisées dans cette deuxième phase pour optimiser la production et la distribution? Donc, pour ce qui est de nouvelles technologies, nous avons sur place un système SCADA. Donc, c'est un système de collecte de données en temps réel de différentes parties du projet. Et bien sûr, c'est un système qui nous permettra de continuer, d'assurer une surveillance continue sur différents éléments de la station, tels que les pompes, tels que les niveaux de réservoirs, tels que la sécurité des pompes en termes bien sûr, hydrauliquement et électriquement. Donc, si vous voulez, c'est un suivi, un outil qui est extrêmement intéressant pour cette gestion. En plus de cela, il y a aussi une station de transmission de données GSM entre les différentes parties du projet. Et encore, nous avons mis sur place des ballons antibulés pour sécuriser les différents départs des pompes pour éviter éventuellement des casses sur ces structures. Et dans ce cadre aussi, nous avons utilisé des conduites qui sont adaptées au milieu, surtout que le contexte, comme vous le savez, sur place, c'est un contexte un peu accidenté, où il y a des montagnes, il y a de l'argile. Donc tout cela permettra d'améliorer nettement l'efficacité de l'ouvrage et sa durabilité. Merci. Monsieur Ba, le projet Aftot Chergui est cofinancé par le Fonds arabe pour le développement économique et social. Quelle est la place des partenaires techniques et financiers dans l'extension du réseau hydraulique? Merci beaucoup pour la question. Bon, les partenaires techniques et financiers jouent un rôle crucial pour atteindre les objectifs. Avant tout, il y a aussi un transfert du savoir, parce qu'il y a des ingénieurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent chez nous, et nous aussi, il y a aussi c'est-à-dire nous avons la main-d'œuvre locale qui aussi s'apprivoise aussi la technologie, et donc ça c'est un profit. En même temps aussi que tout ce qui englobe comme moyens financiers, c'est pas aussi à la portée de nos gouvernements, donc il faut qu'il y ait aussi une aide ailleurs pour que booster un peu les finances. Monsieur Mohamed, comment s'est déroulée la collaboration avec les autorités locales et les bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre? La collaboration avec les autorités locales, bien sûr, et communales, c'est une nécessité pour ce type d'ouvrage et de ce type si vous voulez, de projet structurant. C'est un projet, comme on a dit, qui s'étale sur une très grande superficie, qui dépend de plusieurs wilayas et de plusieurs communes, plusieurs hakem. Donc, c'est quelque chose qui est crucial pour l'aboutissement d'un tel projet. Donc, c'était vraiment une nécessité. Et dans ce cadre, à partir de cette émission, je remercie tous les partenaires locaux, bien sûr, et bien sûr pour avoir participé à la mise en œuvre de ce projet structurant important pour les populations. Merci. Monsieur Ba, quelles leçons le ministère tire-t-il de cette expérience pour mieux planifier les futurs investissements dans le secteur? Merci beaucoup. Moi, je me dis aussi que toute aventure, toute odyssée, il y a des leçons à prendre.
Donc, si on voit, par exemple, la deuxième phase par rapport à on a appris beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, que, par exemple, si on voit aujourd'hui qu'on peut envoyer l'eau à 120 km par rapport au barrage, ça veut dire qu'on a la maîtrise technologique et encore nous avons aussi la maîtrise du terrain. Et donc nous avons appris beaucoup de choses. Encore, il y a d'autres localités qui n'étaient pas c'est-à-dire desservies en eau, mais qui étaient branchées. Aujourd'hui, ils ont l'eau. Il y a d'autres aussi qui avaient l'eau d'une manière alternative. Aujourd'hui, l'eau coule d'une façon permanente. Ça veut dire qu'on a amené un matériel performant pouvant assurer la continuité du flux. Vous avez tantôt parlé de raccordement de villages situés à 100 km du barrage, ce qui a été d'ailleurs salué. Cela marque-t-il le début d'une nouvelle politique d'interconnexion des réseaux hydrauliques? Ah, bien sûr, d'ailleurs ça nous rapproche de l'interdit national pour l'approvisionnement durable en eau et à l'assainissement. Par exemple, si nous avons pu atteindre des distances aussi longues, ça veut dire qu'on ne parle pas de distances aussi proches. Et pourquoi la troisième phase avec la maîtrise du terrain, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de 120, ce que nous voulons? Donc on va gagner l'expérience pour envoyer l'eau encore plus de 120 km. Monsieur Mohamed, avez-vous rencontré des difficultés liées au terrain, à la logistique ou à la coordination interinstitutionnelle? Si oui, comment ont-elles été surmontées toutes ces difficultés? Bon, comme vous le savez, on vient de signaler que la zone du projet, c'est une zone un peu difficile, surtout en période d'hivernage. Et c'est là où vraiment la contrainte est constatée. C'est vrai pour l'acheminement de ce matériel, souvent avec des périodes d'hivernage. Et le déplacement des engins et bien sûr l'approvisionnement des chantiers, c'était un défi dans la période d'hivernage qui est extrêmement difficile. Et on l'a surmonté surtout par le suivi rigoureux et là, bien sûr, la multiplication des moyens permettant de véhiculer ou d'acheminer ces matériaux dans les emplacements, malgré que souvent on a des petites arrêts d'hivernage qui sont inévitables. Et donc, le contexte est un peu difficile, mais malgré cela, alhamdoulilah, on a abouti à la destination. Alhamdoulilah. Quel est le calendrier pour l'achèvement complet de cette phase et le passage éventuel à la phase 3? Pour la phase 3, nous avons déjà lancé un appel d'offres qui est déjà en cours aujourd'hui, qui vise bien sûr l'alimentation de 150 nouvelles localités qui vont s'acheter à ces localités. Et certainement, on va prévoir éventuellement des améliorations éventuelles sur tout le système. Comme vous le savez, c'est un système qui est interconnecté. Donc c'est dès l'aboutissement de cet appel d'offres qui va bien sûr nous faire l'étude, certainement nous aurons à déployer les financements nécessaires pour cette troisième phase. Pardon, à propos de votre deuxième... le calendrier pour l'achèvement complet de cette phase et le passage éventuel à la phase 3. Voilà, ce projet, il est composé de deux composantes que je viens d'expliquer qui sont différentes. Il y a la production, mais il y a aussi la distribution. Donc, actuellement, on vient d'achever la production, elle a atteint son top. Et on est en train de remplir toutes les conduites étalées, bien sûr, sur les 3 wilayas. Comme vous voyez que c'est un effort extrêmement fort. Donc, il y a un déphasage entre ces deux phases. Et il va falloir, bien sûr, décontaminer, désinfecter toutes ces conduites. Et il va falloir s'assurer de la qualité d'eau au niveau de l'arrivée des populations pour servir qu'une eau potable et acceptable. Et donc, je pense que cette mise à niveau de la deuxième partie, qui est la distribution, prendra au grand maximum, et bien sûr, éventuellement, les essais. Donc, ça prendra au grand maximum un mois. Nous allons atteindre plus ou moins une stabilité de notre projet. Il est très intéressant aussi de signaler que grâce à ce projet, non seulement on a servi des localités qui n'étaient pas servies de la première phase, ils avaient des ouvrages, mais il n'y avait pas d'eau suffisante pour servir ces populations, mais il y a aussi
des populations qui sont d'ajouter et il y a des localités qui ont été renforcées par la production. Donc ils avaient une quantité qui n'est pas suffisante pour vraiment répondre aux besoins des populations. Dans ce cadre, notre production actuellement, elle assure un service H24. Une fois que tout est stabilisé, l'eau sera en permanence dans le réseau. Donc nous aurons toujours, avec, avec une station modulable, nous aurons à utiliser 5000 en premier lieu, et avec le besoin, avec le changement des habitudes, on mettra bien sûr la deuxième en service, et après avoir tout mis en service, que nous allons dire que le projet a atteint sa stabilité, si vous voulez, un régime permanent. Merci. Monsieur Ba, quel est le rôle des collectivités régionales et des maires dans le suivi et la pérennisation des projets de ce type? Merci beaucoup. Je crois bien que les élus, notamment les maires et les conseillers municipaux, doivent jouer un rôle très important ça doit être impliqué dans la planification et la gestion et le suivi. Et aussi prodiguer aussi des conseils aux populations pour le maintien des ouvrages et aussi pour des conseils très utiles pour la préservation de l'eau. L'eau, elle est vitale, mais aussi, elle peut aussi véhiculer aussi des maladies. Ouais, si, par exemple, l'eau est polluée, il peut avoir aussi, c'est le revers de la médaille. Donc pour notre part, les collectivités locales, surtout les maires et les conseillers, doivent conseiller les populations pour la bonne gestion et de comportement pour renforcer la santé publique. Au-delà des infrastructures, qu'est-ce que ce projet représente en termes de justice sociale, de lutte contre l'exode rural et de renforcement de la cohésion territoriale? Oui, ce projet, déjà, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est-à-dire que la plupart des localités sont situées dans des zones où l'accès à l'eau est difficile, où les nappes phréatiques sont discontinues, donc l'accès à l'eau est difficile. Donc avec ce projet structurant qui va desservir toutes ces populations, donc il y a une équité territoriale. Et deuxièmement, pourquoi les gens quittent, par exemple, le milieu rural pour aller dans les villes? C'est parce que les conditions ne sont plus favorables. Donc, avec l'accès à l'eau potable pour l'irrigation, surtout pour ce projet, il y a l'irrigation aussi, il y a l'alimentation non potable. Donc, ça devait aussi être des pôles attractifs. Donc, ça freine l'exode rural. La deuxième question. Je disais que au-delà des qu'est-ce que ce projet représente en termes de justice sociale, de lutte contre l'exode rural et de renforcement de la cohésion territoriale? Donc, comme je vous ai bien dit, donc, ce projet, son objectif, bien sûr, que c'est pour l'approvisionnement en eau potable et aussi pour l'agriculture. En même temps aussi, c'est pour aussi renforcer aussi l'équité territoriale. Merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Monsieur Mohamed, quel message souhaitez-vous adresser aux populations bénéficiaires pour les inciter à s'approprier et préserver cet acquis vital? Je dirais que ce projet, c'est leur projet. Il est fait pour eux, pour assurer bien sûr leur survie et pour assurer la qualité de vie. Donc, ils doivent s'approprier ces ouvrages et veiller à la bonne gestion de ces ouvrages et bien sûr à une bonne utilisation de cette eau d'une manière modérée et moderne, ce qui va nous permettre bien sûr de surmonter ces défis qui se posent pour notre pays en termes d'eau. Merci. Monsieur Abba, si vous aviez un dernier mot. Je vous dire que c'était vraiment un grand plaisir d'être ici parmi vous, avec cette émission qui va donner, dont il y a beaucoup d'informations, aussi beaucoup de choses qu'on a beaucoup de choses à tirer comme leçon, surtout pour les bénéficiaires. Encore comme a dit le docteur, c'est leur projet. Donc ils doivent être conscients et prendre aussi les ouvrages hydrauliques comme un bien personnel pour un usage dans le temps. Merci. Nous aussi, on vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle M. Modouba, il est chargé de mission au ministère
de l'hydraulique et de l'assainissement, Monsieur Mohamed Sidi Di Abdallah Oulouda, directeur de l'hydrologie et des barrages. Il est aussi le chef de projet Aftout Cherki. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je remercie non seulement mes invités, mais l'équipe technique dans son ensemble. Au revoir.